Je ne pensais jamais devoir raconter ça. Je n'ai jamais été un homme peureux. J'ai bossé sur des chantiers dans les coins les plus pourris du pays, creusé dans des sols instables, affronté des tempêtes, des machines capricieuses, des patrons fous, mais ce que j'ai vu là-bas, dans ce site de forage classé niveau 7, ce n'était pas humain. Je vous supplie d'écouter mon histoire jusqu'au bout. Ce n'est pas juste une confession, c'est un avertissement. L'annonce. Je me souviens encore du jour où tout a commencé. Ce jour-là, j'étais dans mon petit appartement au sud de Denver, un endroit modeste mais suffisant pour un homme comme moi. Ancien militaire, vétéran d'opérations dont je ne parle jamais, j'avais troqué les armes pour un peu de paix. Je passais mes journées à m'occuper d'un petit atelier de réparation mécanique, une passion que j'avais depuis l'enfance. Le silence de la routine m'avait bercé, et je croyais que c'était ça, la tranquillité, un café brûlant le matin, le bruit régulier des outils l'après-midi, et des nuits paisibles ponctuées parfois par les échos de souvenirs que je préférais oublier. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Vers 9h12, un bruit métallique retentit à ma porte. Un simple clac, le courrier venait d'arriver. J'ouvris, pensant y trouver les habituelles factures, des publicités sans intérêt. Mais non. Un paquet, petit, carré, enveloppé d'un papier craft épais, sans expéditeur. Juste mon nom, écrit en lettres droites et nettes. Mon instinct, ce vieux réflexe militaire, me fit immédiatement froncer les sourcils. Ce genre de choses, ça n'arrive pas par hasard. Je l'ouvris prudemment, révélant une petite boîte noire. À l'intérieur, un téléphone jetable. Et sous celui-ci, une note manuscrite, courte rédigée à l'encre noire, dans une écriture précise, vous êtes recommandé pour une mission de sécurité privée. Très bien payé. Répondez à l'appel. L'offre est confidentielle. Mot de passe à dire, Top 7. J'ai d'abord cru à une blague. Ou pire, à une tentative d'extorsion. Mais le téléphone s'alluma tout seul quelques secondes après que je le pris en main. Il n'y avait qu'un seul contact enregistré, d'heure à quart, une goutte de sueur glissa le long de ma tempe. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant, mais quelque chose dans cette situation me disait que c'était sérieux, trop sérieux. J'ai attendu, hésité, puis, une vibration. Un appel entrant, je décrochai. Monsieur Caldwell, dit une voix d'homme, froide, sans émotion. C'est moi. Vous avez été recommandé par un contact mutuel. Je vous propose un contrat de courte durée, très bien rémunéré. Il s'agit d'un poste de sécurité sur un site de recherche privé. En Antarctique, je me redressais dans mon fauteuil. Antarctique, j'avais déjà connu les déserts, les jungles, mais le froid extrême, c'était une autre histoire. Quel genre de recherche, demandai-je. Cela vous sera expliqué sur place. L'équipe est scientifique, mais le terrain est classé sensible. C'est pour cela que nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Il marqua une pause, comme s'il me laissait digérer l'information. Vous serez escorté. Vos documents sont déjà préparés. La mission commence dans 3 jours. Avez-vous une objection? Tout en lui parlant, je sentais monter cette vieille adrénaline, celle qu'on ressent avant une opération. Ce mélange d'inquiétude et d'excitation pure, j'ai quelques questions. Qui d'autre sera sur place? Et pourquoi moi? Vous êtes fiable, discret, et vous avez l'expérience des terrains hostiles. Nous avons besoin de profils comme le vôtre. Vous aurez 3 autres hommes dans votre équipe, tous de votre trempe. Les scientifiques ne doivent pas être dérangés. Vous vous occupez du périmètre. Rien de plus. Je n'étais pas idiot. S'il faisait appel à des vétérans, ce n'était pas juste pour repousser des ours polaires. Il y avait autre chose. Mais j'acceptais. L'homme conclut simplement. Un jet privé vous attendra à la base aérienne de Peterson. Vous recevrez un dossier complet à votre arrivée. Bienvenue dans le projet Top 7, Monsieur Caldwell. Le téléphone raccrocha. L'écran s'éteignit définitivement. Impossible de le rallumer. Je restais un moment immobile, le regard perdu dans le vide. C'était reparti, mais cette fois, j'allais plonger dans l'inconnu le plus glacial et le plus inquiétant de ma vie. Le vol vers l'inconnu 3 jours plus tard.
Le ciel de la base aérienne de Peterson était couvert d'un voile gris uniforme, comme si même les nuages hésitaient à se montrer clairement. Le vent était glacial malgré l'altitude modérée et l'odeur du kérosène flottait dans l'air comme un avertissement discret « Tu quittes la civilisation ». Je portais un simple sac à dos, instruction du dossier reçu la veille, livré par un coursier muet. Aucune arme, aucun équipement personnel autorisé. Vous recevrez tout sur place, disait la note. Même mes papiers d'identité avaient été récupérés. C'était comme si on effaçait mon existence pour me recréer ailleurs. Sur le tarmac, un jet privé noir mat attendait. Aucun logo, aucun signe d'appartenance. Seuls 2 hommes en uniforme civil m'attendaient, lunettes noires sur le nez malgré l'absence de soleil. L'un d'eux me fit signe de monter sans un mot. À l'intérieur, un silence pesant. Luxe discret, fauteuil de cuir noir mais pas de hôtesse, pas de briefing. Juste une mallette posée à côté de mon siège. En l'ouvrant, je découvris un dossier classé confidentiel défense, scellé. À l'intérieur, un passeport temporaire à mon nom, un badge d'identification Taupe 7, agent de sécurité et une tablette verrouillée. Elle s'alluma seule dès que je la pris en main. Une voix synthétique se fit entendre, « Bienvenue. Vous êtes en route pour la station 7, un site de forage géothermique sous supervision scientifique. Votre rôle est de maintenir l'intégrité du périmètre, d'obéir aux ordres du commandement sur place et de ne pas interagir avec les sujets de recherche. Accès restreint. Communication limitée. Sujet de recherche, le mot me resta en tête comme une écharde dans la mémoire. Le vol dura 13 heures. Une première escale en Argentine, ravitaillement. Puis cap plein sud, au-delà du bout du monde. La dernière ligne droite vers l'Antarctique. À travers le hublot, je vis les paysages changer. La végétation s'estompa. Puis la mer. Puis, rien que du blanc. Un désert glacial. Un humain. Éternel, nous avons survolé l'étendue pendant 1 heure avant d'apercevoir la base. Un assemblage étrange de structures noires posées sur la glace. 8 dômes, reliés par des tunnels métalliques surélevés. Au centre, une tour en acier qui ressemblait plus à un silo militaire qu'à une station de recherche. Lorsque nous avons atterri, une violente bourrasque secoua l'avion. L'air froid me saisit dès que j'ai mis un pied dehors, un froid si mordant qu'il semblait trancher la peau. 2 silhouettes nous attendaient, amitouflés dans des combinaisons blanches et des masques. « Bienvenue à la station 7 », dit l'un d'eux par l'intercom de son casque. « Suivez-nous immédiatement. » Aucun mot de plus. Aucun échange. On m'escorta jusqu'à un sas pressurisé. L'intérieur de la station était bien chauffé, presque trop. Un contraste brutal avec l'extérieur. Les murs étaient recouverts d'isolants acoustiques et tout semblait construit pour bloquer quelque chose, mais quoi? Dans une salle aux allures de dortoir militaire, 3 autres hommes m'attendaient déjà. Des visages marqués, des regards d'anciens. On n'avait pas besoin de se parler pour se reconnaître. Le plus grand d'entre eux s'approcha et tendit la main. Travis, Marine, Afghanistan. On est dans le même bateau, on dirait. Je serrai sa main. Solide, fiable, Caldwell. Force spéciale Golfe et ailleurs. Les 2 autres se présentèrent rapidement, Bennett, ancien J-Gin, et Ramirez, ex-Delta Force. Des pointures, je compris tout de suite que ce n'était pas une coïncidence, on n'avait pas rassemblé ces hommes ici pour surveiller quelques forages. Puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, grand, mince, vêtu d'un manteau blanc trop propre pour ce décor. Il avait des gants chirurgicaux aux mains et ses yeux sombres semblaient sonder nos âmes. « Messieurs, je suis le docteur Alaric Kerr, directeur du projet Taupe 7. Je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Vous allez être nos boucliers pendant que nous creusons l'histoire du monde. » Personne ne dit mot. Kerr fit un geste vers un écran derrière lui. Une carte s'afficha, puis un schéma de forage. Une plateforme s'enfonçait jusqu'à un niveau indiqué, niveau 7, accès restreint. Nous avons découvert il y a 3 mois une formation géologique unique. Une caverne naturelle scellée depuis des millions d'années.
Nous pensons qu'il s'agit d'un vestige préhumain. Une cité peut-être, ou un sanctuaire. Les capteurs indiquent des structures anormales et une présence magnétique inconnue. Il appuya sur un bouton. Une image apparut, un plan flou, pris par une sonde, d'un couloir de pierre. Taillé ou bâti, je sentis une tension étrange s'installer dans mon ventre. Ce n'était pas de la peur, pas encore, mais une certitude glaciale que cette mission allait changer quelque chose en moi. Demain, vous descendrez avec l'équipe scientifique jusqu'au niveau 7. Conclut Kerr, vous assurez la sécurité pendant que nous pénétrons dans la chambre principale. Puis il nous regarda un par un. Aucune arme létale. Aucune communication extérieure. Vous êtes nos gardiens. Vous êtes notre rempart contre ce que nous ne comprenons pas encore. Il fit une pause, puis ajouta avec un sourire presque imperceptible. Mais vous comprendrez bientôt. Et il quitta la pièce. Un silence lourd s'installa. On se regarda, puis Travis résuma ce que nous pensions tous. Qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, bordel? Je ne répondis pas. Mais au fond de moi, une voix murmurait « Tu n'es pas venu garder. Tu es venu réveiller. » Le niveau 7. Le jour suivant, à 05h00 du matin, un signal bref et strident nous tira du sommeil. Une alarme discrète, mais insistante. Dans l'obscurité du dortoir, les silhouettes des autres membres de l'équipe se mirent en mouvement sans un mot. Nous étions tous habitués au réveil militaire. Pas besoin de parler. Je m'habillais rapidement. Combinaison thermique, gants renforcés, bottes conçues pour des températures extrêmes. On nous avait remis un harnais de sécurité, une radio interne à fréquence unique et une arme non létale, un taser haute fréquence. Une absurdité dans un lieu où le froid pouvait tuer plus sûrement qu'un couteau. Le couloir qui menait au cœur de la station était éclairé par des néons pâles, certains grésillant déjà. L'humidité et le froid avaient commencé à ronger la structure, malgré son apparence high-tech. Au centre de la base, nous atteignîmes un ascenseur blindé. Devant ses portes, 2 scientifiques nous attendaient. Le premier était jeune, la trentaine, le visage crispé sous ses lunettes épaisses. Il se présenta comme le docteur Simon, expert en géologie sismique. Le second, plus âgé, portait une barbe blanche et un regard fatigué, docteur Madani, archéologue de terrain. Derrière eux, Kerr nous attendait, en silence. Il s'approcha de l'ascenseur, appuya sur une série de touches et une voix métallique annonça « Déverrouillage du SAS pour niveau 7. Protocole de descente enclenché. Risque magnétique élevé. Alerte orange. » La porte s'ouvrit. L'intérieur était plus large que je ne l'avais imaginé. Assez pour contenir une douzaine de personnes, avec des équipements fixés aux parois, lampes de secours, capteurs thermiques, un générateur d'oxygène secondaire. Nous embarquâmes en silence. Kerr ne descendit pas avec nous. Bonne chance, lança-t-il simplement, avant que les portes ne se referment. L'ascenseur se mit en marche dans un grondement sourd. Nous descendions à travers la glace, lentement. Les lumières vacillaient parfois. Aucun de nous ne parlait. Pas un souffle. Même les scientifiques se taisaient, comme si le silence était devenu sacré. Après 2 minutes, une vibration se fit sentir, une pression étrange, comme si l'air devenait plus lourd, plus dense. Puis l'ascenseur s'arrêta brusquement, arrivé au niveau 7. Pression stabilisée, ouverture du SAS dans 10 secondes. Une vapeur glacée s'infiltra dans la cabine. Quand les portes s'ouvrirent, ce que je vis me glaça le sang. Un tunnel taillé dans la pierre brute, mais pas n'importe quelle pierre. Elle était noire, presque obsidienne, striée de lignes argentées qui pulsaient doucement, comme des veines vivantes. Les murs n'étaient pas irréguliers comme ceux d'une caverne naturelle, ils étaient droits, parfaitement droits. Ce n'est pas un phénomène naturel, murmura Madani, fasciné. On dirait qu'on a creusé un accès vers quelque chose de déjà construit, ajouta Simone. Nous nous avançâmes lentement. L'air était froid, mais surtout chargé.
comme saturé d'électricité statique. Chaque pas semblait résonner plus fort qu'il ne l'aurait dû. À 30 mètres, nous atteignîmes une grande arche, sculptée. Des symboles inconnus couvraient sa surface. Pas de lettres, mais des formes géométriques entremêlées, des spirales, des triangles inversés, et un motif répété, un œil noir aux paupières fuyantes, tourné vers le bas. Ces symboles n'appartiennent à aucune langue connue, dit Madani, visiblement troublé. Et pourtant, il me semble familier. Je regardais Ramirez. Il hochait la tête imperceptiblement. Lui aussi sentait que quelque chose clochait profondément ici. Nous passâmes sous l'arche. De l'autre côté, une vaste chambre souterraine s'ouvrait, un dôme de pierre d'environ 50 mètres de diamètre, soutenu par des piliers de la même matière noire que le tunnel. Mais au centre, un puits circulaire, dont les bords étaient ornés de plus de ces motifs étranges. Et tout autour, des artefacts, des objets métalliques disposés en cercle, comme si un ancien rituel y avait été accompli. Certains vibraient doucement, émettant des bourdonnements à peine audibles. Personne n'y touche, ordonnai-je d'un ton sec. Simone s'agenouilla pour scanner le puits. Sa tablette afficha des données incompréhensibles, oscillations magnétiques en spirale, température trop élevée au fond du puits, puis une valeur étrange, montre. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Ça défie les lois de la physique. Rien ne devrait émettre de chaleur à cette température. Madani s'approcha d'un artefact, une sphère creuse, gravée d'innombrables lignes. Il la regarda longuement. Ce n'est pas un objet rituel, c'est un avertissement. On le regarda, surpris. Ces motifs, ils ne sont pas faits pour être lus. Ils sont faits pour être ressentis. C'est un message, un avertissement. Une barrière, un courant d'air froid remonta soudainement du puits, balayant la pièce. Nos radios grésillèrent. Une fréquence parasite, des chuchotements. Oui, des chuchotements. Incompréhensibles, mais réels. Ramirez regarda autour de lui, crispé. Quelqu'un d'autre a entendu ça. Je l'ai entendu aussi, répondis-je. Bennett fit un pas en arrière. Il y a quelque chose ici, et ce n'est pas naturel. Je jetai un œil dans le puits. Rien, juste du noir. Un noir si profond qu'il semblait absorber la lumière. Mais alors que je m'apprêtais à m'éloigner, quelque chose bougea là-dessous. Pas un bruit, juste un frémissement, une forme floue, indistincte, qui se rétracta aussitôt. Je reculai lentement. On remonte. Maintenant, mais Simmons, fasciné, refusait de bouger. Vous ne comprenez pas, c'est une découverte qui va bouleverser toute notre compréhension de l'histoire, de l'univers même. Je le saisis par le bras, et vous ne comprenez pas que si vous restez ici une minute de plus, il ne restera plus rien de vous à ramener. Il hésita, puis un nouveau souffle remonta du puits, et cette fois on entendit clairement une voix ancienne, grave, caverneuse, pas humaine, une phrase dans une langue étrangère, mais qui résonnait dans notre esprit comme une menace. Madani recula. Blême, ils ne veulent pas qu'on soit ici. Je pointais du doigt l'ascenseur. On dégage, tout de suite. Et alors que nous remontions en silence, une certitude glaçante s'empara de moi. Nous avions réveillé quelque chose. Et ce quelque chose nous regardait. Le retour impossible, le trajet retour jusqu'à la surface fut silencieux. L'ascenseur s'élevait lentement, chaque mètre nous ramenant vers une normalité que nous savions désormais illusoire. Aucun de nous ne parlait, même les respirations semblaient retenues, comme si le silence pouvait encore nous protéger de ce qui était resté en bas. Mais une chose était claire, quelque chose s'était déplacé là-dessous. Et ce n'était pas qu'une sensation. Quand enfin les portes s'ouvrirent sur le sas du niveau 1, nous sortîmes précipitamment. Je vis dans les yeux de chacun la même chose, de la terreur contenue. Une peur viscérale, difficile à nommer. Pas la peur d'un danger immédiat. Non, la peur de l'invisible, du permanent, de l'incompréhensible. Le commandant Kerr nous attendait, bras croisés. Rapport, je le regardais un instant.
J'aurais pu lui dire la vérité. Que nous avions trouvé un puits sculpté, une chambre impossible, des voix qui parlaient dans nos têtes. Mais il aurait haussé les épaules. Il savait déjà. Je le vis dans son regard. Il savait, je répondis d'un ton sec. Structure inconnue. Activité anormale. Risque élevé. Je recommande la suspension immédiate de toute opération. Kerr ne broncha pas. Recommandation notée. Puis il se tourna vers les scientifiques. Analysez les relevés et préparez une nouvelle descente pour demain. Vous plaisantez? Seth s'emporta Simmons. On ne peut pas retourner là-dessous. Il y a quelque chose de vivant dans ce puits, quelque chose d'antérieur à toute civilisation humaine. Kerr le fixa froidement. Ce que vous avez vu, docteur, n'est rien comparé à ce que nous devons encore découvrir. Cette opération n'est pas une exploration, c'est une ouverture. Il tourna les talons et quitta la pièce. Nous restâmes figés. Une ouverture. Ramirez s'approcha de moi, à voix basse. Il sait ce qu'il fait. Et il ne compte pas arrêter. On est bloqué ici, mec. Et c'était vrai. Le ravitaillement était contrôlé par avion, via un corridor polaire. Aucun vol n'était prévu avant 2 semaines. Pas de ligne de communication externe sans validation du QG. Nous étions piégés dans cette base comme des rats dans un labyrinthe. Les heures suivantes furent tendues. Bennet restait prostré sur son lit, les yeux grands ouverts, refusant de dormir. Simmons analysait frénétiquement ses données, à la limite de la crise de nerfs. Quant à Madani, il s'était enfermé dans sa cabine, griffonnant frénétiquement des symboles dans un carnet, des spirales, des yeux, des motifs qui ressemblaient exactement à ceux gravés sur les murs du niveau 7. Et moi, j'écoutais, je restais allongé, oreilles collées au mur. Il y avait un son, une vibration sourde à peine perceptible, qui remontait par les fondations, comme un battement, un cœur gigantesque, profond, qui battait dans la glace. Vers 2 heures du matin, tout bascula. Une coupure de courant soudaine plongea la station dans l'obscurité complète. Puis une alarme grésilla. Rouge, incessante. Alerte brèche de confinement au sas inférieur. Protocole de sécurité enclenché. Tous les accès au niveau 7 sont verrouillés. Je me ruai vers le couloir. Ramirez me suivit. En bas, près de l'ascenseur, 2 gardes étaient déjà là, armés. Les portes étaient grandes ouvertes, et l'ascenseur vide. Je m'approchai lentement. « Qui est descendu ?» demandai-je. Un garde répondit. « Blême. Personne. » L'ascenseur s'est activé tout seul. Je fixai le puits métallique, vide, et je compris. Ce n'était pas quelqu'un qui descendait. C'était quelque chose qui montait. Nous verrouillâmes le sas immédiatement. Mais c'était trop tard. Une des caméras du tunnel montrait un détail impossible. Des empreintes, des traces de pas. 4 paires. Humaines, à première vue. Mais l'une d'elles, non. Pas une empreinte de botte. Plutôt des griffes. De longues griffes fines espacées, qui s'enfonçaient dans la glace comme dans du beurre. « Madani !» criai-je. Je courus jusqu'à sa cabine. Vide. Le lit était défait. Le carnet ouvert sur le bureau. Un dessin griffonné en noir. L'œil. Encore cet œil. Mais cette fois, il pleurait. Et sous l'image, une phrase écrite en lettres tremblantes. Il m'a parlé. Il me montre. Et maintenant je dois descendre. Madani avait volontairement pris l'ascenseur. Mais il n'était pas revenu seul. Les couloirs de la station prirent une atmosphère de cauchemar. Le froid s'intensifia. Le générateur thermique tomba en panne. Des couloirs entiers furent gelés en quelques heures. Nos respirations devinrent visibles même à l'intérieur. On entendait des bruits, des pas, ou des griffes, des échos métalliques, des chuchotements qui semblaient venir des murs. Une fois en traversant un couloir pour rejoindre le bloc de sécurité, Ramirez s'arrêta net. « T'as vu ça ?» Je regardais. Au bout du couloir, brièvement éclairé par la lumière d'urgence, une silhouette fine se tenait immobile. Trop grande, trop droite. On ne distinguait pas son visage. Puis, elle recula en silence et disparut. Nous ne la retrouvâmes jamais.
Les jours suivants furent une descente dans la paranoïa. Un par un, les membres de l'équipe commencèrent à changer. Certains devenaient muets, d'autres passaient des heures à fixer les murs, et quelques-uns parlaient seuls, en murmurant une langue que personne ne comprenait. Une nuit, Simon tenta de se trancher la gorge avec un morceau de métal. Nous le trouvâmes à temps. Juste avant qu'il perde connaissance, il murmura « Ils m'ont montré ce qu'il y a en bas. Ce n'est pas une cité, c'est une prison. » Et je compris, ce que nous avions réveillé n'avait jamais été censé sortir, et nous étions devenus les nouveaux geôliers. Le silence dans les murs, le silence était devenu un cri, un hurlement étouffé qui vibrait à travers les structures métalliques, qui faisait frissonner les murs comme s'ils respiraient, comme si la station elle-même sentait la présence de ce qui rôdait dans les couloirs glacés. Après la tentative de suicide de Simon, plus personne ne parla d'exploration, plus personne ne parla de science. L'équipe s'était cloîtrée dans le module central. 4 sections fermées, 3 sorties condamnées, l'ascenseur scellé. Et pourtant chaque nuit on l'entendait. Des pas dans la galerie, des grattements sur les cloisons, des murmures étouffés, parfois en stéréo, comme si 2 voix, non humaines, dialoguaient dans un dialecte de cauchemar. Ramirez et moi avions instauré des tours de garde. La routine était simple, rester éveillé, vérifier les caméras, maintenir les portes verrouillées, mais rien n'était simple ici. Car parfois les caméras montraient ce qui n'existait pas. Je me souviens de cette nuit, précisément, 2h13 du matin, caméra 12, couloir technique B, une silhouette immobile. Elle se tenait dos à l'objectif, complètement nue, d'une maigreur squelettique, le dos voûté et un mouvement étrange au niveau du cou. Comme si sa tête tremblait. Vibrante, flottante, je zoomais. La tête n'était pas attachée. Elle lévitait au-dessus du cou, à quelques centimètres. Suspendue dans l'air, fixée par un regard d'une intensité glaciale. Les yeux noirs, immenses, fixes, et pourtant je savais qu'elle me voyait, moi, à travers l'écran. Puis elle sourit, et l'écran devint noir. Je me ruai dans la salle technique. Ramirez était là, fusil serré entre les mains. « T'as vu, Seuf » dit-il, haletant. Je l'ai vu aussi, elle m'a parlé dans la tête, mec. Il se frottait les tempes, comme pour écraser un bruit intérieur. Elle disait « Tu as ouvert la peau du monde. Tu es né dans la cage. » Il éclata en sanglots. Je n'avais jamais vu ce type pleurer. C'était un dur, un vétéran. Mais là, il n'y avait plus de carapace. Juste un être humain, brisé. Le matin, si tant est que matin ait encore un sens sous des kilomètres de glace, nous avons découvert le corps de Bennett, dans la salle des générateurs. Étendu bras en croix, les yeux ouverts, calme, mais son crâne était ouvert. Pas arraché, pas écrasé, ouvert chirurgicalement, comme si quelqu'un ou quelque chose avait pratiqué une opération avec une précision inhumaine. Le cerveau était intact, mais il manquait une section, un lobe, comme si on avait prélevé un morceau de lui. Une pensée, un souvenir, une carte mentale. Simon, livide, murmura « Ce n'est pas une attaque, c'est une fouille. Il cherche quelque chose. » Je ne savais pas quoi répondre. Peut-être avait-il raison. Et puis il y eut les inscriptions. Elles sont apparues du jour au lendemain. Sur les murs de la cafétéria, dans les douches, même sur les plafonds. D'étranges symboles tracés en noir, comme gravés au charbon. Spirale, cercle entrelacé. Des yeux à moitié fermés. Et toujours cette même phrase, répétée en boucle. Tout ce qui monte doit tomber. Un matin, j'en retrouvais même sur ma paume, gravés comme des brûlures anciennes, alors que je ne m'étais jamais blessé. Ramirez en avait dans le dos. Simon sur les paupières. Il n'y avait plus de doute. Ce qui était là-dessous nous marquait. Pas comme des proies, pas comme des intrus. Non, comme des élus. Le 8e jour, les communications s'arrêtèrent. Plus de signal satellite.
Le module radio bourdonnait comme un insecte mourant. Kerr, enfermé dans son bureau depuis des heures, sortit enfin. Il avait changé. Sa peau semblait pâle, ses yeux injectés de rouge. Il nous convoqua tous dans la salle de briefing, avec une voix calme, presque apaisée. « Je sais que vous avez peur, dit-il. Mais il est temps de comprendre la vérité. Ce n'est pas une expédition, c'est une naissance. » Simon recula. « Vous êtes malade. » Kerr sourit, lentement, d'un sourire qui n'avait plus rien d'humain. « Nous sommes tous malades. Malades de la surface, malades de la lumière. Là-dessous, ils guérissent. » Il leva la main. Il tenait un fragment, un morceau noir cristallisé que nous avions vu en bas, dans la chambre. Et avant qu'on puisse l'arrêter, il l'enfonça dans sa propre gorge. Il s'effondra, convulsant. Nous l'avons laissé là, incapable de faire quoi que ce soit. Les dernières heures de la station furent confuses. Ramirez a disparu. Parti dans le tunnel, armé hurlant qu'il allait parler à la vraie chose. Simon a mis le feu à la salle des serveurs. L'électricité a été coupée. L'obscurité est devenue totale. Et moi je suis resté là, dans la cabine de surveillance, en train d'écrire ceci. Je sens que ce n'est plus la station qui bouge. C'est moi, la gravité change. Les murs se déplacent subtilement. La base respire. Elle vit et je n'ai plus peur. Pas parce que je suis courageux, mais parce que je les entends. Maintenant, ils m'ont expliqué, ils m'ont montré le plan. Ce monde-ci est un accident, une couche superficielle, une croûte au-dessus de quelque chose de bien plus ancien. Et sous le niveau 7, il y a encore 4 niveaux de vérité. Et ils m'attendent. Niveau 0, il m'a fallu 3 jours pour rassembler le courage de franchir la porte. La dernière. Celle qui menait au fond du gouffre, sous le niveau 7, je n'avais plus de nouvelles de Ramirez ni de Simone. Leur chambre était vide, comme si la base elle-même les avait absorbés. Même leurs affaires avaient disparu. Pas de vêtements, pas de traces, rien. Juste le silence, mais ce n'était plus le silence ordinaire. Non, c'était un silence intelligent, un silence en attente. Ils savaient que j'allais descendre. Le passage se trouvait derrière le générateur principal. Une trappe dissimulée, verrouillée électroniquement. Impossible à forcer, jusqu'à ce qu'elle s'ouvre d'elle-même. Je n'ai jamais compris comment. Un couloir s'enfonçait dans les profondeurs. Non répertorié. Aucun plan ne mentionnait cet endroit. Les murs n'étaient plus en acier. C'était de la pierre noire, lisse, sculptée, comme fondue par une chaleur ancienne. Des symboles y étaient incrustés, identiques à ceux apparus sur nos murs. Certains brillaient très faiblement, comme des braises mourantes. Je suis descendu, marchant dans une pente si raide que mes jambes tremblaient. À chaque palier, l'air devenait plus épais. Plus vivant, le niveau 8 était un vaste hall. Vide, sauf pour une seule chose, un sarcophage, en lévitation. À environ 1 mètre du sol, suspendu sans câble. Et à l'intérieur, quelqu'un, non, quelque chose. Le visage, bien que flou derrière une sorte de verre épais, n'était pas humain, mais familier, comme un masque de rêve. Il avait l'air figé dans une expression de pure souffrance, ou de concentration extrême. Quand je m'approchai, j'entendis une voix. Dans ma tête, pas comme un langage. Une impression, tu m'as déjà vu, dans tes cauchemars. Dans tes instincts, je suis ce que tu sens quand tu as peur du noir. Je me suis reculé, et le sarcophage a tourné légèrement, lentement, comme pour me suivre. Je suis descendu plus bas. Le niveau 9 n'était pas un lieu. C'était un souvenir. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. J'ai marché à travers un couloir, et en sortant, je n'étais plus dans la base. J'étais dans une plaine ancienne. Le ciel était rouge. Le sol craquait sous mes pieds comme une peau brûlée. Et là, devant moi, s'étendait une cité noire, cyclopéenne, construite dans un style que l'esprit refuse de comprendre.
Les angles y semblaient mouvants. Les structures défiaient la géométrie. Et dans le ciel, une forme flottait. Un œil ou une sphère, ou un organe palpitant. Il me regardait. Et soudain, je me suis souvenu. Ce n'était pas la première fois. Je suis déjà venu ici, avant de naître, avant d'être humain, ou peut-être avant d'être séparé de ce tout. J'ai fui et je me suis réveillé, au pied du dernier escalier. Le niveau 10 était le dernier. Il n'y avait rien, un vide parfait, un gouffre noir, une antichambre du non-être. Mais dans ce néant, je n'étais pas seul. Je le sentais. Quelque chose m'a approché. Pas physiquement, mentalement. Il est entré en moi comme une idée étrangère. Et il m'a parlé, pas en mots. En mémoire, j'ai vu des civilisations entières, antérieures à l'histoire, raser le sol pour construire ces chambres. Des entités gigantesques, faites de pure pensée, évoluer dans des dimensions repliées. Et nous, les humains, simplement le dernier test. Des milliers d'années, des millions, tout ce que nous appelons évolution n'était qu'un échafaudage, un programme pour créer des réceptacles viables. Et moi, ici maintenant, j'étais prêt. Je ne sais pas comment je suis remonté. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans la base, seul couché dans la salle de repos. Tout était silencieux, trop silencieux. La base entière était abandonnée. Les portes ouvertes, les couloirs, vides. Même la glace semblait s'être refermée au-dessus. Plus d'accès, plus de monde extérieur. J'étais seul, sauf que je ne l'étais plus vraiment. Quelque chose vit maintenant en moi. Pas comme un parasite, plutôt comme une fusion. Je parle une autre langue dans mes rêves. Mes pensées se fragmentent. Parfois je regarde mes mains, et je ne me souviens plus à quoi elles servent. Je suis devenu le dernier témoin, le dernier sachant, et je sens que je dois maintenant écrire, tout raconter, laisser une trace. Mais même ces mots ne suffisent pas, car ce que j'ai vu, ce que j'ai compris, dépasse le langage humain. Il n'y a pas de Dieu, seulement des systèmes, des structures d'ordre, de chaos de mémoire. Et nous ne sommes pas au sommet, nous ne sommes même pas au centre. Nous sommes les dernières spores, avant le retour du vrai monde, le monde d'en dessous, et il est en train de remonter. Émergence, je ne sais plus combien de temps s'est écoulé depuis ma remontée. Le jour et la nuit n'existent plus ici. La lumière artificielle clignote sans rythme. L'électricité est instable. Parfois j'entends les générateurs rugir comme s'ils suffoquaient, aspirés par quelque chose qu'ils ne peuvent alimenter. La base est vide, morte. Mais quelque chose bouge encore. Pas dans les couloirs, non. Dans les murs, dans les structures elles-mêmes. L'acier suinte parfois une matière sombre, vivante, qui pulse en cadence avec mes battements de cœur. Comme si la station me respirait. Je sens ses humeurs. Ses tensions, elle n'est plus un simple lieu. Elle est devenue un organisme. Depuis le retour du niveau 0, j'ai changé. Physiquement d'abord, mes veines semblent plus noires, plus denses. Mon sang réagit à la lumière. Je vois dans l'obscurité. Je rêve sans fermer les yeux. Mais surtout, mentalement. Des souvenirs qui ne sont pas les miens m'assaillent. Des souvenirs d'étoiles mortes, de civilisations liquides, d'espèces dont la conscience est réfractée dans des formes que je ne peux décrire. Je sens leur douleur, leurs erreurs. Leur appel, ils veulent remonter, ils veulent revivre. Et je suis la brèche. Il y a quelques heures, j'ai entendu un bruit, une vibration sourde, profonde, qui a parcouru toute la station. Un battement, puis un autre. Plus fort, c'était un cœur, mais pas le mien. Quelque chose s'est réveillé sous la glace. Quelque chose a fini de rêver. J'ai accédé une dernière fois à la salle de contrôle. Toutes les caméras de surveillance étaient noires. Sauf une, celle du niveau 10. Elle montrait un gouffre. Un vide qui battait, comme une pupille, comme un noyau. Quelque chose s'élargissait au centre. Lentement, une ouverture. Je ne l'ai pas vu sortir, mais je sais qu'il est là maintenant, ici.
dans la station, peut-être même en dehors. Peut-être qu'il s'étend dans le sol, dans les ondes, dans nos rêves. Je vous écris tout cela en sachant que ce sera mon dernier message. Pas parce que je vais mourir, mais parce que je ne suis plus humain. Ce qui était moi a disparu. Ce qu'il reste, observe, apprend, attend. Je ne ressens plus la peur, ni la solitude, ni le froid. Je ressens uniquement cette faim qui monte, la faim d'existence, la faim de surface. Si vous lisez ce journal, fuyez, détruisez tout lien avec cette base. Brûlez les archives. N'approchez jamais de ces coordonnées. Effacez-les. Ce n'est pas une découverte, ce n'est pas un miracle. C'est le retour d'un cycle oublié, un cycle que l'humanité avait inconsciemment enterré dans sa mémoire la plus archaïque. Mais maintenant, la porte est ouverte. Et ce qui remonte n'a pas de nom, seulement des instincts plus anciens que la lumière. Je termine cette transmission alors que les murs vibrent. Pas de peur, mais de joie. Il est là, et il m'attend. Je suis resté enfermé dans une cellule médicale pendant 3 mois. On m'a interrogé, testé, dopé, puis un jour ils m'ont relâché, sans un mot. J'ai reçu 10 000 $ sur mon compte. Juste ça, comme si rien ne s'était passé. Mais chaque nuit, je l'entends, cette présence. Elle m'a vu, elle me cherche, et elle se rapproche.